Une base de données européenne répertoriant tous les passagers aériens qui voyagent dans et hors de l'Union européenne. C'est l'une des dernières mesures antiterroristes appuyées par les dirigeants européens. Un mal nécessaire pour nous protéger ou une nouvelle étape sur la voie d'une société de surveillance? Bienvenue dans On the Frontline. Il y a eu d'abord la France, puis la Belgique et le Danemark. 3 attaques terroristes majeures en Europe en l'espace de quelques semaines. Tous les pays ont été ciblés par des extrémistes locaux. L'assassinat de journalistes à Paris en particulier a consolidé la volonté des politiciens de renforcer la sécurité des citoyens européens. Auparavant bloqués au Parlement européen, les députés se sont finalement accordés pour mettre en place un PNR européen, PNR ou Passenger Name Record. Un tel dispositif pan-européen entraînerait la collecte intégrale de données sur tous les passagers aériens voyageant dans et hors de l'Union européenne. Au-delà des indications de vol, les détails du passeport ou de la carte de crédit d'un passager, ses préférences alimentaires, son numéro de téléphone, son adresse e-mail seront ainsi également partagés. Mais il y a la controverse. Les données conservées pendant 5 ans pourraient être utilisées par la police et les services de sécurité. Les défenseurs des libertés civiles soutiennent que ce projet Big Brother remet gravement en question le respect de la vie privée. Les partisans d'un PNR européen affirment, eux, que l'outil pourrait s'avérer essentiel dans le combat contre la menace terroriste représentée par les djihadistes de retour d'Irak et de Syrie. Sévir contre les sites extrémistes et mieux partager les renseignements sont également des éléments clés pour une amélioration de la lutte antiterroriste. Le système Schengen est aussi sous surveillance. Certains pays comme la France et l'Espagne notamment appellent à le réformer à travers la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Obtenir un accord sur ces mesures de lutte contre le terrorisme pourrait s'avérer difficile, surtout si les législateurs à Bruxelles jugent que les libertés fondamentales et la vie privée des citoyens européens doivent en payer le prix. Pour approfondir cette question, m'ont rejoint aujourd'hui Timothy Kirkhope, l'eurodéputé rapporteur du projet Passenger Name Record, et Joe McNamee, directeur exécutif de l'organisation citoyenne European Digital. Messieurs, merci d'être avec nous dans On the Frontline. J'aimerais commencer avec vous, Timothy Kirkhope. Nous venons de voir que certaines informations seraient stockées dans cette base de données. Comment cela peut-il prévenir les attaques terroristes et aider la police ? Tout d'abord, le PNR. Il existe des dossiers sur les voyageurs depuis de nombreuses années grâce aux informations préalables sur les passagers exigées depuis longtemps et aujourd'hui encore par toutes les compagnies aériennes. Mais c'est différent ici, il s'agirait de tout collecter. C'est un ensemble plus large de questions, 19 en tout. Ce n'est pas une intrusion dans les libertés individuelles, comme certaines personnes le suggèrent, mais c'est un outil très important, bien réglementé et contrôlé et grâce auquel nous serons en mesure d'avoir suffisamment d'informations pour établir des modèles d'activité de personnes qui pourraient nous nuire. Ok, un outil. Quelle est l'utilité de cet outil qui, par exemple, définit les préférences alimentaires de quelqu'un? Qu'apprenez-vous de plus sur une personne en sachant qu'elle mange du poulet ou du poisson? Vous parlez dans votre reportage des habitudes alimentaires, etc. Nous n'obligeons personne à nous donner des informations sur son alimentation. Ce n'est pas un élément spécifique des 19 questions en fait. Mais la vérité est que... Mais c'est un profilage flagrant, non? Non, le profilage est exactement ce que nous voulons éviter ici. La raison d'une telle opération à l'échelle européenne est que si nous ne le faisons pas et n'intégrons pas des normes communes, des protections communes concernant les données, chaque pays le fera lui-même avec son propre système, comme le font déjà les Britanniques. Et ces dispositifs ne protégeront pas les données. Qui plus est, ces systèmes seront tous légèrement différents et ne répondront pas à nos besoins, à savoir définir des situations standards nous permettant de savoir si des personnes ont certaines intentions ou si elles voyagent avec pour objectif de nous nuire. Ok, je vous remercie. Une mesure de bon sens que d'assembler les données pour nous protéger tous. La première question est est-ce du profilage ou non? Et profiler, c'est rassembler autant de données que possible en travaillant sur des modèles afin d'identifier les personnes qui entrent dans un moule particulier. C'est du profilage. Dire que ce n'est pas du profilage et chercher des modèles est une indéniable contradiction. Et rien ne prouve que cette mesure disproportionnée est nécessaire.
Non, je pense que c'est complètement faux. Bien sûr, nous avons discuté avec les agences de renseignement et la police, et nous nous attachons au minimum, vraiment au minimum, en termes de conservation des données et de tout ce qui peut leur être utile dans leur travail. Il existe de nombreuses garanties. Ce n'est clairement pas du profilage, dans la mesure où l'alternative que nous proposons est que les compagnies aériennes regardent les itinéraires individuels et nous disent auxquels nous devons faire plus attention. Nous ne faisons en aucun cas du profilage. N'y a-t-il pas un réel danger ici? Le fait est que c'est une pente glissante. Le peu de vie privée qui nous est laissé s'érode lentement. Qu'allez-vous nous demander ensuite? Les mots de passe de nos emails? Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un minimum d'informations serait très utile pour nous aider à lutter contre les dangers actuels, pas seulement le terrorisme. Si nous ne faisons pas ce que je propose, alors nous finirons avec de nombreux systèmes sans garantie ou sans protection pour les personnes. Et que dire de la liberté? La liberté est importante, mais la sécurité l'est également pour que vous puissiez justement profiter de vos libertés. Sans la sécurité que nous leur offrons, les citoyens européens perdront leur liberté. Êtes-vous désorienté, Joe McNamee, quant à savoir qui sont les méchants ici? Non, absolument pas. Il est absolument essentiel de trouver des mesures efficaces qui marchent et défendent notre État de droit et nos principes démocratiques. Nous devons être prudents, nous devons être précis et nous devons investir dans des mesures qui fonctionnent réellement. Ok, dans quelle mesure ce système aura-t-il pu arrêter les attaques terroristes? Ce n'est pas vraiment très clair. Les frères Kouachi, qui ont mené les attentats à Paris, étaient connus des services de sécurité. Les assassins de Lee Rigby également. Ce sont des cas où clairement les agences de sécurité n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas? Elles auraient dû utiliser les données de meilleure façon plutôt que d'exiger plus d'outils, ce qu'elles demandent toujours. Le travail de nos services de renseignement est très difficile car nous reconnaissons l'importance des droits des individus. Mais je pense que le cas Lee Rigby ou d'autres, et je n'essaie pas de montrer que cela aurait pu être empêché, je ne peux pas le garantir. Ce que je sais en revanche, et j'ai de bonnes raisons de le croire, c'est qu'il existe un certain nombre d'autres attaques terroristes ou liées à la criminalité qui, avec le PNR, peuvent être traitées. Joe McNamee, pourquoi suspectez-vous autant les autorités de ne pas utiliser ces données correctement? Il existe de nombreuses preuves de données traitées de mauvaise façon par les gouvernements et les révélations de Snowden nous ont apporté une grande perspicacité quant au Royaume-Uni. En fait, en décembre dernier, un tribunal spécial dans ce pays a estimé que le Royaume-Uni avait agi illégalement. Mais nous avons besoin de mesures de protection adéquates. Mais c'est le point principal de mes propositions. Pourquoi croyez-vous que nous mettons autant de garanties? J'ai parcouru un long chemin vers ce droit en tant que rapporteur pour qu'il soit équilibré. Sans doute, mais je veux dire par exemple que nous avons vu le téléphone de la chancelière allemande piraté et les dirigeants du monde piratés à l'insu du président américain, et cela a été fait par les services de sécurité américains. Si cela peut arriver, comment pouvons-nous leur faire confiance? Je pense qu'il y a encore ici, à mon avis, énormément de suppositions. Je ne veux pas me fier au seul témoignage de M. Snowden, vraiment. Je préfère compter sur la protection de nos agences de renseignement et de nos services de sécurité. Nous devons leur donner suffisamment d'outils pour qu'ils soient en mesure de le faire, et la transparence aussi, je ne le nie pas, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. Nous vivons dans un monde dangereux. Je me demande vraiment si l'on peut se fier à la Cour britannique, qui a dit que le Royaume-Uni avait eu accès illégalement à des données américaines. Je suis un avocat, mais je ne me fie pas toujours aux tribunaux, je les écoute. La Cour de justice qui a parlé des questions de proportionnalité et de nécessité n'est pas en lien avec mes propositions, mais avec des questions générales concernant les données. Je suis d'accord avec cela et c'est pourquoi mes propositions sont à la fois proportionnées et grandement nécessaires. Nous avons souvent ici le débat sur l'équilibre entre la sécurité et la vie privée, mais par exemple, les coordonnées de nos cartes de crédit sont connues, le comportement Internet est surveillé. Avons-nous encore une vie privée?
Oui, nous en avons une. Et nous l'aurons si nous pouvons réformer notre régime de protection des données et avons des règles appropriées pour sanctionner les abus. Le problème dans ce qu'on appelle les données de masse, c'est qu'il ne s'agit pas de recueillir des données individuelles, comme c'est toujours le cas, mais de fusionner des bases de données afin de les comparer et d'ajouter vos informations, par exemple, des données PNR, à d'autres bases de données des gouvernements pour élaborer des formes de profilage que nous ne pouvons même pas imaginer. En fait, une mise en commun des données, c'est votre pire cauchemar, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de cauchemars, mais c'est une inquiétude, parce que nous produisons de plus en plus de données et qu'il est très difficile d'évaluer aujourd'hui ce que la fusion de bases de données PNR avec d'autres bases de données signifierait. Qu'est-ce que cela signifiera l'année prochaine ou dans 10 ans? Avons-nous encore une vie privée? Je fais une différence avec l'utilisation commerciale des données, soit la cession des données me concernant et que j'ai décidé de fournir à toutes sortes d'entreprises. Nous le faisons tous, presque tous les jours, et personne n'y pense. Je crois qu'il doit y avoir une réelle préoccupation à ce sujet, mais mon pire cauchemar reste que j'ai échoué en tant que législateur à faire suffisamment pour protéger les citoyens que je représente. C'est un cauchemar pour moi, toujours plus d'attaques terroristes, une criminalité toujours plus grande, des kidnappings d'enfants, la maltraitance. C'est quelque chose dont je ne veux pas être responsable. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait été bien que vous ne déposiez pas d'amendement sur la réglementation de la protection des données pour rendre plus facile le profilage des personnes plutôt que plus difficile. Je ne veux profiler personne. Vos amendements sur le profilage aident à atteindre cet objectif. Je crains que nous devions en rester là malheureusement. C'est un débat fascinant. C'est tout pour cette édition de On the Frontline. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur euronews.com. Rendez-vous dans un prochain numéro. Merci pour votre fidélité.